Pour commencer, bonjour à tous. J'espère que vous êtes tous en bonne forme dans ces circonstances. Mon nom est Philippe Troya. Je suis le délégué du pôle Aerospace Valley pour la région Nouvelle-Aquitaine et je serai assisté pendant ce webinaire sur les manipulations pour lesquelles je ne suis pas très familier par Jennifer Déo et Antoine Grimbert qui sont mes collègues. Merci d'être aussi nombreux. Vous êtes 65 inscrits, il y a déjà 51 participants. Merci beaucoup pour cette attention. On va essayer de faire au mieux et de répondre le mieux possible à vos questions. Alors, les intervenants, comme vous le savez, ce webinaire est co-organisé avec la région Nouvelle-Aquitaine et les services du développement économique et par BPI France. Et vos intervenants aujourd'hui seront Thibaut Richebois, qui est le directeur général adjoint du développement économique à la région, et Maud Polowski, qui pourra intervenir également, qui est la chef du service aéronautique, photonique, chimie et matériaux. Nous avons également Pascal Blé qui est avec nous. Je ne sais pas s'il pourra intervenir en tant que speaker. Et pour BPI France, nous avons Natalia Rojo qui est la déléguée régionale innovation en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Alors, ce webinaire a deux grandes parties. Première partie, des présentations. Il y aura trois présentations. Une présentation du contexte aéronautique que je vais essayer de faire très rapidement. Une présentation de BPI France et la présentation de la région. Vous pouvez poser des questions, non pas de manière orale, mais par écrit, en utilisant le point d'interrogation que vous devez tous apercevoir à droite de votre écran. Donc en cliquant sur ce point d'interrogation, vous avez accès à une zone de saisie de texte et à un bouton envoyer qui vous permet d'envoyer la question. Alors, je pense que vous pouvez le faire à tout moment. À l'issue des présentations, on va essayer de modérer vos questions en les regroupant de manière à essayer d'être le plus efficace possible. Et c'est Maud Polowski et moi qui allons essayer de faire ça. Petite précaution oratoire. On ne traitera pas les cas spécifiques, hein, donc si vous vous êtes adressé à la banque Trucmuche parce que votre situation de trésorerie était ça, elle a dit allez plutôt voir, non, ça on pourra pas traiter ce genre de cas. Essayez d'être un peu générique. Évidemment, s'il y a des questions très spécifiques, elles pourront être traitées ultérieurement de manière individuelle. Voilà. Donc, je vais essayer de commencer tout de suite par la situation aéronautique liée au Covid-19. Alors pour ça, il faut que je sache me débrouiller de ma présentation. Voyons, est-ce que je suis... Alors Antoine, je n'arrive pas à accéder à ma présentation. Ça a bougé là. Si, voilà. Oui, c'est bon, ça a Très bougé. bien. Ça a bougé. Voilà. Et par contre, juste un truc, je conseille aux gens qui parlent pas de couper leur micro parce qu'on entend des choses, des bruits en arrière-fond qui sont peut-être pas très agréables pour les participants. Quand vous n'avez pas besoin de parler, coupez votre micro et quand vous avez besoin de reparler, vous le rouvrez. Ok, merci Antoine. La situation Covid-19, vous la connaissez, je vais assez vite. Hein. On subit un arrêt total du tourisme et des déplacements professionnels dans la plupart des pays, notamment dans l'hémisphère nord. Les aéroports sont vraiment au ralenti, voire arrêtés. Ils ne font plus que des interventions sanitaires, des rapatriements, un peu de militaire et un peu de fret.
Au total, on estime qu'il y a à peu près la moitié maintenant de la flotte commerciale qui est au sol. C'est de l'ordre de 9000 appareils. Alors, c'est un choc qui n'a jamais été connu auparavant, et cela arrive à un moment où l'aéronautique dans le monde était elle-même sous une certaine forme de tension, pression environnementale assez forte et sur la nécessité d'aller encore plus vite dans les efforts de décarbonation. Un besoin de produire des avions parce qu'on était sur des courbes de prévision de croissance telles que l'industrie doit se transformer pour être capable de réagir plus rapidement et toujours moins cher. Donc il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits dans ce sens. Et par ailleurs, on n'a pas aujourd'hui de nouveaux programmes de nouveaux avions en développement. Et on a déjà connu, pour ceux qui travaillent avec les États-Unis et Boeing, on a déjà connu l'an dernier un premier incident grave avec l'arrêt du 737 MAX, qui c'est donc un appareil de moins à produire, et cela a déjà impacté pas mal certains d'entre vous. Alors, nous avons bien sûr, un secteur qui va être en forte récession, mais enfin, c'est un peu idiot de dire ça. Tous les secteurs économiques, apparemment, vont être en forte récession. Mais il y a des études assez sérieuses qui ont été faites, une notamment par un organisme qui dépend des Nations Unies, qui s'appelle l'OACI, qui prévoyait par rapport à une situation, un scénario de base qui est que 2020 devait être 3,2% supérieur à 2019 en termes d'activité, deux scénarios, un scénario dit en V et un scénario en U, un qui faisait une reprise dès le mois de mai, et l'autre qui faisait une reprise en juin. Les deux paraissent quand même assez compromis, et on constate quand même que les calculs montraient qu'on allait dans des chutes de revenus et des chutes d'activité colossales, puisque vous voyez que dans le scénario le moins défavorable, celui en U, pardon, en mai, celui en V en mai, on était déjà à moins 90 milliards de dollars de revenus opérationnels pour l'ensemble des compagnies aériennes. Alors ces chiffres ont été encore modulés par le IATA. Donc là, c'est la voie internationale des compagnies aériennes elles-mêmes, mais qui, je pense, prend des hypothèses un peu plus réalistes. Le scénario, alors que j'ai appelé en logo de Nike, hein, donc c'est l'espèce de virgule où on chute et après on remonte doucement, doucement, doucement. Et effectivement, le premier message, c'est qu'il y aura au moins 3 mois d'inactivité, que ensuite on devrait connaître une remontée plus lente que ce qu'a été la remontée du SARS en 2003, qui avait déjà pris 6 ou 7 mois. Donc une remontée plus lente que ça, et donc des projections sur les revenus, sur le chiffre d'affaires des airlines extrêmement pessimistes, puisqu'on va retomber au niveau de 2004 avec 315 milliards de dollars contre 567 qui étaient attendus. Et je rappelle que la moyenne des trésoreries des compagnies aériennes, c'est 3 mois aussi. C'est pour ça que vous voyez fleurir un peu partout des demandes de soutien sectoriel spécifique en urgence. Aux États-Unis, Boeing demande 60 milliards de dollars. Boeing qui était déjà dans une situation difficile, dont la capitalisation a vraiment chuté. Les États-Unis ont annoncé des plans économiques énormes, 4 000 ou 2 000 milliards de dollars, dont 40 milliards de dollars pour l'aéronautique. En France, vous avez entendu parler d'Air France qui serait peut-être nationalisée. Il y a de grosses interrogations sur les compagnies low cost, hein, puisqu'elles avaient des modèles très performants, des modèles économiques très performants, mais assez fragiles aussi. Donc, on s'interroge. Alors après, j'essaye de rendre compte de l'activité sur la filière ASD avec des premiers retours. Ça date forcément de la semaine dernière, c'est les premiers retours que nos membres nous ont faits. Et en parallèle, ça c'est la colonne, je dirais la colonne de gauche, et en parallèle, je montre ce que les donneurs d'ordre
colonne de droite, on fait connaître. Donc, je commence par les donneurs d'ordre parce que c'est intéressant pour la structure de la filière. Chez Airbus notamment, on fait un suivi des clients airline par airline parce qu'il y a une très grosse crainte que les airlines soient défaillantes et donc qu'il y ait des annulations de commandes. Ça arrive à un moment où on avait déjà constitué des stocks matières et des stocks pièces importantes pour faire le ramp-up des opérations de production. C'est vrai qu'il y a une espèce de course à essayer de produire le plus possible pour satisfaire les clients. Il y a de grosses commandes, hein, le backlog commande est très important. Le problème, c'est que le Covid vient impacter ça brutalement alors que les stocks sont pleins. Côté de nos PME et ETI de la supply chain, ce que l'on a retenu, c'est que bon, immédiatement sur le chiffre d'affaires, il n'y a pas d'impact au mois de mars direct qui soit vraiment notable, mais on commence à avoir des premières difficultés à joindre ses clients, et je dirais aussi à joindre ses fournisseurs. Les forces commerciales de terrain deviennent inutilisables puisqu'elles sont confinées et tout le monde commence à dire qu'il va y avoir forcément un impact sur le chiffre d'affaires à 1 mois et demi, 2 mois en moyenne pour celles qui sont dépendantes du secteur industriel, qui vendent à des pairs. Alors, ce qui s'est quand même passé tout de suite, c'est la volonté des chefs d'entreprise de reprendre dès que possible, dans les meilleures conditions, sur site. Évidemment, les situations sont différentes selon que l'on a une grosse activité plutôt software qui permet le télétravail ou que l'on a une situation où il faut aller travailler à l'atelier. Donc là, on a des situations assez disparates en fait, hein. Mais globalement, je dirais qu'il y a eu une volonté des chefs d'entreprise d'essayer de revenir au travail quand on est en production, avec des mises en place d'équipes, des rotations 7 heures, 12 heures, 14 heures, enfin 13, pardon, 13 heures. 13 heures, 18 heures, enfin, pour essayer d'éviter les contacts en diminuant par 2 la population présente en même temps dans l'usine. Suppression des cantines, suppression des postes cafés, etc., et des mesures d'hygiène. Il y a eu, enfin, pas jamais assez vite, mais il y a eu quand même de la part de l'UIMM un rappel des mesures sanitaires qui ont bien aidé un certain nombre d'entreprises sur tout ce qui était distance à respecter au travail, équipement de protection individuelle. Il y a eu quand même beaucoup de tâtonnements autour du sujet activité partielle. Tout le monde a cherché à savoir comment faire, si on y avait droit, quelles étaient les conditions, etc. Il y a eu beaucoup de difficultés sur des histoires de code pour s'inscrire sur les sites, les plateformes mises en place par les directs. Et jusqu'au 26 mars, où est paru le décret, et le 28 l'ordonnance, c'était un peu délicat, je pense, pour beaucoup de nos membres, de savoir si elles auraient droit et comment avoir droit à ces aides. La directe a reçu des milliers d'appels. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'entre cette réaction au départ et aujourd'hui, il y a un phénomène de peur. C'est que les ouvriers, les cols bleus, l'ensemble du personnel finalement commence à avoir vraiment peur parce que ce qu'on entend est anxiogène et et la réalité est anxiogène. Donc ça commence à devenir aussi un problème. Et puis un autre phénomène qui a aussi ralenti la volonté de reprendre le travail, c'est les problèmes de stock matière, parce que on a 2 types de difficultés. Son fournisseur ou ses fournisseurs n'ont pas repris à capacité normale, et par ailleurs il y a des problèmes de logistique. Alors pour revenir aux donneurs d'ordre sur la même chose, bon, vous avez tous vu qu'il y a eu des arrêts de travail total sur 1 à 2 semaines selon les grands donneurs d'ordre. Le télétravail et le chômage partiel pour les cols blancs, ça a été un peu la règle pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est congé puis chômage partiel.
En même temps, il y a eu des injonctions fortes de DGE, du MEDEF, du GIFAS pour reprendre l'activité, pour ne pas casser l'économie. Simplement, cette reprise, on estime à être à niveau de 10% aujourd'hui, c'est assez partiel. Vous avez entendu parler des difficultés de négociation avec les partenaires sociaux qui évidemment s'inquiètent pour les employés, la pression sur les employeurs également qui ont la responsabilité pénale. Un petit point particulier à notre secteur, il y a une meilleure reprise pour ceux qui font du maintien en conditions opérationnelles, à la demande notamment de l'armée de l'air qui intervient beaucoup en soutien des efforts faits au niveau sanitaire. Donc il faut maintenir la capacité des appareils. Mais globalement, le paysage, c'est que Airbus annonce qu'il faudra de nombreuses semaines pour arriver à 50% de la capacité, puisque vous le savez, les chaînes d'intégration finale, ça demande un réglage d'athlètes de haut niveau. Il faut que tout marche bien pour arriver au meilleur des capacités. Donc, quand tout s'arrête, le redémarrage est difficile. Pas mal de problèmes en logistique. Ça serait intéressant de savoir si aujourd'hui vous constatez une amélioration. Au départ, les conducteurs ont eu peur, ils ont demandé des primes, il y a eu des surcoûts liés à la désorganisation générale, hein, les camions qui tournaient à vide, les réceptions de magasins qui n'étaient pas capables d'accueillir le fret. Donc, il y a eu pas mal de désorganisation à ce niveau. En, alors, ensuite, le point majeur, évidemment, c'est la trésorerie. Là, on a eu beaucoup de réflexions allant dans ce sens, hein. La trésorerie générale des PME et TI est inférieure à 2 mois. Donc, chacun a mis en place de son mieux les mesures de dispositifs d'activité partielle qui ont été proposées. Ils feront appel à toutes les mesures fiscales et les prêts bancaires qui seront possibles. On va en parler davantage. On nous a remonté quand même des petites difficultés liées en fait à ce que certains ont appelé du ping-pong entre les banques, BPI France, la Directe, chacun renvoyant vers l'autre l'entreprise. Bon, ça je vous laisserai faire des commentaires. Sachant encore une fois que l'ensemble des acteurs avaient déjà consenti beaucoup d'efforts pour se mettre au prix, et pour ça n'avaient pas, enfin les marges disponibles sont quand même très faibles, donc c'est une situation qui est très dure. Et côté donneur d'ordre, vous avez entendu des chiffres de trésorerie extrêmement élevés, des 16 milliards de dollars pour Airbus, 8 milliards pour Safran. Bon, il faut quand même mettre ça en rapport avec les effectifs, hein. Je pense que sur une année, les effectifs d'Airbus, la trésorerie, enfin la payroll, le salaire à payer, c'est supérieur à 13 milliards de dollars. Donc quand on a 16 milliards de trésorerie, bon certes on a de la trésorerie, mais quand on rajoute tout ce qu'il faut payer par ailleurs au-delà des salaires, finalement les gros ont aussi des problèmes de trésorerie. Leur capitalisation boursière sur laquelle pourraient venir s'adosser des prêts a chuté de manière considérable, Airbus et Boeing encore plus. Et puis donc vous avez entendu toutes les mesures de sauvegarde pour pour essayer de retenir le plus possible de trésorerie. Donc toutes les mesures sont mises en jeu, le chômage, la fin de la sous-traitance et de l'intérim, le gel des embauches, le gel des missions évidemment, et probablement la baisse de la R&D, parce que c'est toujours le secteur qui trinque en premier quand on doit économiser de l'argent. Donc on a eu des demandes de l'État vers les grands groupes pour aider la filière, notamment en essayant d'accélérer les délais de paiement. Bon, ça restera, je pense, un peu anecdotique. Ce dont la filière a besoin, c'est certainement d'un plan de sauvegarde complet. Et ça, je pense qu'on va en entendre parler dans les jours qui viennent aussi. Alors après, se projeter sur l'avenir, bon, c'est extrêmement difficile. Beaucoup de PME ont exprimé des incertitudes sur le quand. Quand est-ce qu'on va revenir à la normale? Très honnêtement, c'est pas la question la plus simple.
Après, deux petits phénomènes dont on entend parler, auxquels il faut prêter attention. Il commence à y avoir des prédateurs capitalistiques, des gens qui essayent de rentrer dans les, dans les capitaux des entreprises ou de les racheter, hein, ce qu'on appelle les shark firms. Il y a également un phénomène auquel vous êtes tous, et moi le premier exposé, c'est le hacking. Il y a beaucoup de phénomènes de hacking en ce moment. Euh, et puis, il y a des incertitudes qui sont plus marquées pour ceux dont l'activité est en B2B dépend de la reprise des autres, en fait, hein. Et donc ça, c'est assez inquiétant. Donc pour essayer de finir sur une note positive, on pourrait aussi essayer de transformer cette crise en opportunité. C'est peut-être une opportunité aussi pour essayer de sortir plus fort, donc avoir des restructurations, avoir des consolidations dans la supply chain, se poser des questions sur la dépendance à certains appros ou certaines compétences qui sont aujourd'hui à l'étranger. Est-ce qu'on n'a pas la possibilité, en analysant la crise actuelle, de faire revenir des compétences plus près de nous? Et puis ensuite, les challenges qui étaient déjà sur nous et qui concernaient notamment le passage à l'industrie 4.0, bah, ils restent totalement pertinents et ils nous aideront à nous sortir de cette situation beaucoup plus facilement si on arrive à mettre en jeu un système de production plus performant. Et je voudrais finir aussi sur l'innovation. L'innovation, c'est quelque chose qui tient bien sûr au cœur de métier du pôle Aerospace Valley, mais en réalité, c'est vraiment un sujet sur lequel on a des inquiétudes parce qu'il ne s'agirait pas que l'innovation soit le laisser pour compte de la reprise. Il faut vraiment mettre en place des choses qui vont nous permettre de maintenir une innovation de haut niveau. Voilà, j'ai fini. J'ai été beaucoup trop long, je m'en excuse. Je vais donner la parole à BPI France. Alors, ouais, c'est bon. Bonjour à tous. Bon, c'est bon, mais pas pour moi, Natalia. Il faut que j'arrive à mettre ma présentation. Je vous laisse l'activer pendant que je prends la parole et que je vous remercie tous d'être présents pour ce webinaire organisé par Aerospace Valley en présence de la région Nouvelle-Aquitaine et BPI France et pour partager ensemble sur ce moment qui relève quand même d'un moment très historique, particulier, stressant et pour lequel, en fait, BPI France a mis en œuvre un certain nombre de mesures très tôt, de façon très réactive, pour vous permettre de passer au mieux cette crise qui, comme le disait très justement Aerospace Valley, a un certain nombre de questions auxquelles aujourd'hui on ne peut pas répondre. Quand est-ce qu'elle prendra fin? Quels seront les impacts sur les emplois, les stratégies de R&D, de production? Tout ça, c'était très prospectif et il faut apprendre à vivre avec cette incertitude et ces informations qui changent au jour le jour. Si on peut passer à la slide suivante. Du coup, merci. Ce qui a été important pour nous et pour toutes les entités finalement qui vous accompagnent au quotidien, ça a été, en tout cas notre choix a été d'être le plus réactif possible pour vous permettre de préparer vous-même dirigeants une nouvelle stratégie, puisqu'au final, ne sachant pas ce qui nous arrivait, ne sachant pas quand est-ce que ça prendrait fin, l'important a été de vous adapter à ce contexte qui est totalement nouveau et tout le temps en mouvement. Donc, dès le 15 mars, en fait, on a réactivé les dispositifs qu'on avait eu à activer en 2008 au moment de la dernière crise, mais très différentes, qui étaient des mécanismes qui visaient à pallier la principale problématique quotidienne des entreprises, c'est-à-dire les tensions de trésorerie qui allaient apparaître.
Pour ce faire, on a réactivé les fonds de garantie qui permettaient notamment de mettre en place des concours court terme garantis à 90% et de permettre la mise en place de crédits moyen long terme, là aussi couverts à 90%. Dans la foulée, aussi le 15 mars, on a développé et permis prioritairement aux entreprises accompagnées par BPI France d'avoir accès à un prêt moyen-long terme pour pallier de ces tensions de trésorerie. Et tout ça de façon complémentaire avec l'État et les régions. L'État, pendant ces premiers jours, a travaillé sur une aide d'État allouée aux banques, qu'on appelle aujourd'hui le PGE, et qui permet en fait l'injection dans l'économie réelle de prêts garantis eux aussi à 90% par les banques. Une enveloppe de 300 milliards a été mise à disposition et l'idée, c'est vraiment d'aller pallier les tensions de trésorerie des entreprises. Et à ça, on a ajouté pour les entreprises qui bénéficiaient de court terme chez BPI France de modalités assouplies de fonctionnement de leur ligne. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Alors, slide suivante, une ambition pérennisée. Parfait. Voilà. Ce qu'on a vu aussi se dégager, c'était un besoin énorme les premières semaines d'information. On a traité depuis du coup le 16 mars matin près de 5400 demandes qui sont arrivées chez BPI France pour la région Nouvelle-Aquitaine. On a reçu donc ces 5400 demandes, on a réussi à en traiter 92%, donc un certain nombre de demandes sont arrivées et ces demandes, avec le temps, évoluent grandement. Au départ, on parlait des tensions de trésorerie, ensuite on a parlé des problématiques de mise en place de PGE par les banques. Et puis aussi, on commence à voir apparaître les questions de maintien de la stratégie R&D, et vous en parliez très justement juste avant. Il faut réaliser qu'on a construit en France depuis quelques années un écosystème innovation porté par une démarche nationale qui s'appelle French Tech, mais qui s'inscrit de façon complètement pertinente avec la démarche portée par celle de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc un écosystème innovant très important. Et il est essentiel de pouvoir le garder vivant durant cette crise qui nécessite de revoir sa stratégie, comme je vous l'ai dit, sur au moins, on va dire, nous, on se dit que pendant un an, tout va être un petit peu bizarre, quoi. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Voilà. On est revenu en arrière. Est-ce qu'on peut avancer du coup? On est revenu en arrière. On est à la slide 2. Si on pouvait passer à la 4, s'il vous plaît. Et ça sera la dernière fois. Il y a un continuum adapté aux startups? Non. Exactement. Ouais. S'il vous plaît. Voilà. C'est bon. Très bien. Donc, du coup, ce continuum adapté aux startups est aussi adapté aux entreprises qui font de l'innovation. Hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons décidé de maintenir nos outils traditionnels existants d'accompagnement à l'innovation, qu'il s'agisse des aides destinées aux PME, mais aussi aux aides destinées aux ETI et aux grands groupes à travers les outils du PIA 3 PSPC, qui, lorsque les conditions le permettent, envisageront d'avancer les versements d'aides qui ont été planifiés durant l'année 2020. Donc, les outils traditionnels existent et on a développé des outils qui sont spécifiques à cette crise Covid-19. On a élargi des outils traditionnels d'accompagnement au levée de fonds, de financement bancaire, et on a mis en place des outils de quasi-fonds propres pour pallier les décalages de levée de fonds que des startups pourraient connaître, startups ou entreprises qui font de l'innovation. On a mis en place aussi des outils de financement bancaire
pour pallier les tensions de trésorerie, et je vous en parlais. Vous parliez très justement de ping-pong entre les banques BPI France, la Directe. Le PGE est une nouvelle façon de financer les entreprises pour les banques traditionnelles. Et donc, ça a été un petit peu complexe à mettre en œuvre. BPI France a été à leur côté pour la formidable ingénierie informatique qu'il y a derrière, puisqu'il y a 300 milliards d'euros de garanties à gérer. Et donc, nous, on est là pour être un système, une DSI étoile, si vous voulez, pour prendre ça en charge. Et donc, on a été pas mal sollicité sur ces sujets, très développement informatique pour le PGE. Pour le prêt à tout, qui, comme je vous le répète, a été développé très tôt prioritairement pour accompagner les entreprises, accompagnées déjà par BPI France. On a déjà décaissé aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine 63 millions d'euros pour des entreprises qui connaissaient des besoins de trésorerie très spécifiques et liés à la crise coronavirus. Et comme je vous l'ai dit, l'important aujourd'hui pour nous, c'est de vous accompagner dans cette stratégie que vous devez redéfinir, qui est très mouvante et qui, en mode agile, devra probablement rechanger encore une fois. Et c'est pas facile lorsqu'on est dans un domaine comme l'aéronautique, qui est quand même très structuré généralement. Cette stratégie, elle sera forcément dépendante de vos relations avec vos investisseurs et vos banquiers, puisque finalement, elle va nécessiter des moyens financiers qui n'étaient pas prévus encore même peut-être fin février. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va nécessiter un vrai partenariat financier avec vos banquiers, vos investisseurs, la région Nouvelle-Aquitaine et BPI France qui seront là pour vous accompagner au mieux. Je laisse peut-être la parole au prochain intervenant et je me permettrai de répondre à toutes les questions que vous aurez, si vous le souhaitez. Alors, je fais apparaître la présentation de la Nouvelle-Aquitaine. Je ne sais pas si c'est visible. Elle est visible. Elle est visible? Ah, on m'avait coupé le micro, mais ça y est, je peux m'exprimer. Bien. Vous m'entendez? On t'entend. Bon, bonjour à tous et à toutes. Donc Thibaut Richebois, DGA de la région en charge du développement économique. Donc, merci à Aerospace Vallée pour cet échange. Donc je vais vous présenter le plan d'urgence. Simplement, en mot d'introduction, bon, je ne vais pas répéter ce qui a été dit. C'est vrai qu'une crise sans précédent, des inquiétudes fortes sur la filière aéronautique spatiale défense, qui, ça a été dit, connaissait déjà un certain nombre de défis, avec l'arrêt de programme, les difficultés du 737, une montée en cadence qui n'a pas forcément irrigué toutes les PME du territoire qui étaient prévues dans les montées en cadence, donc une fragilité déjà à la base et une inquiétude forte sur le rythme de reprise des échanges internationaux et donc par traduction au bout de course sur les carnets de commandes de nos PME qui vont avoir du mal à avoir une lisibilité et je rejoins ce qui était dit par Nathalie juste avant, le besoin de redéfinir une stratégie, à la fois un risque et des faiblesses et aussi des opportunités de se positionner si on est prêt au moment de la reprise. Donc la région poursuit l'ensemble de son activité, alors la plupart du temps à distance, mais on peut se réjouir que nous constatons malgré tout une poursuite de nombreux projets d'investissement et d'innovation. Et c'est clé pour l'avenir, puisque ça a été dit, le risque, c'est que les investissements un peu structurants sur le manufacturing et les projets d'innovation fassent l'objet des premières coupes indispensables au maintien de la trésorerie et qui finalement pénaliseront la capacité demain à se positionner et à rebondir. Donc la région maintient ses outils, ses dispositifs
et il reste à vos côtés pour tous vos projets classiques antérieurs, même s'il est clair que la priorité qui mobilise tout le monde et vos préoccupations, j'imagine, quotidiennes, constitue le risque qui pèse sur la trésorerie et le financement du BFR. Et c'est pour ça que les aides qui sont déployées par l'État, la région, BPI, etc., viennent souvent centrer leur action sur cette trésorerie. Donc, je dirais en perspective un peu sur l'ensemble des outils, après je les déclinerai rapidement. Une contribution de la région au Fonds de solidarité, j'en dirai un mot très rapidement. Des actions en matière de prêts qui seront destinées soit aux TPE, soit plus globalement aux PME. Une action sur les associations employeuses et enfin une aide d'urgence aux entreprises qui se positionne un petit peu comme la voiture balai pour les entreprises qui ont une viabilité structurelle, mais qui par ailleurs, voilà, ont une difficulté conjoncturelle très, très forte et qui n'auraient pas accès aux dispositifs, notamment des prêts garantis par l'État, puisque malgré la couverture à 90%, on constate déjà un certain nombre de refus des banques. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc un mot rapide sur le fonds de solidarité, c'est peut-être très clair pour tout le monde, simplement, voilà, c'est le dispositif un peu général qui a vocation pour les TPE qui ont moins de 10 salariés et moins d'1 million de chiffre d'affaires, de pouvoir, dans la mesure où elles auraient soit une activité qui a été fermée administrativement, soit parce qu'elles ont connu une baisse de chiffre d'affaires supérieure à 50% au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019, une capacité à toucher jusqu'à 1 500 euros. En réalité, on est plutôt sur le salaire de subsistance du dirigeant non salarié qu'une véritable aide à la trésorerie. Un volet complémentaire instruit par la région de 2 000 euros forfaitaire. On parle d'une évolution éventuelle de ce montant, mais le décret actuel porte ce montant qui doit permettre pour les entreprises toujours de moins de 10 salariés, c'est la même cible, mais avec au moins un salarié, d'avoir une aide supplémentaire si on est capable de démontrer malheureusement une incapacité à couvrir ses charges dans le mois qui suit le dépôt. Si on passe à la slide suivante, donc là ça décline ce que je viens de dire. Vous avez les dates de fin de dossier, donc 30 avril pour le premier volet, 31 mai pour le second, et vous voyez apparaître sur la slide le lien pour faire cette demande. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, le fonds de soutien d'urgence aux entreprises, ce dispositif est vraiment pensé, alors il s'adresse aux entreprises de 5 à 250 salariés, et il est vraiment pensé comme un outil, encore une fois, qui intervient après les autres. Quand on va voir que certaines entreprises sont face à des difficultés, qu'elles ont du mal à relever et qu'elles ont épuisé ou essuyé des refus sur l'ensemble des autres volets. Donc on va vérifier pour intervenir qu'elles ont bien fait les demandes de chômage partiel quand elles y ont droit, qu'il y a bien eu tous les allègements de charges possibles, que des prêts ont bien été demandés auprès des partenaires financiers classiques et je dirais habituels, et que dans un certain nombre de cas, avec des activités dont les codes NAF le secteur d'activité sont précisés, hein, qui sont assez larges malgré tout, et qui intègrent l'ensemble de l'industrie, une capacité à intervenir soit en subvention, soit en prêt public, en fonction de la taille des entreprises. Vous le voyez en bas, 10 000 à 100 000 euros en subvention pour les entreprises de moins de 50 salariés et de 100 000 à 500 000 euros d'avance remboursable avec différé de 2 ans pour les entreprises de 50 à 250 salariés. Je le précise, nous avons un certain nombre d'entreprises ciblées, de secteurs ciblés. Pour les entreprises qui ne rentreraient pas dans cette
dans ces tailles d'entreprise ni dans certains codes NAF, nous avons néanmoins un regard attentif et une capacité à analyser des situations individuelles particulièrement difficiles. Et je pense notamment aux entreprises de plus de 250 salariés. On sera très vigilant, bien entendu, sur le sauvetage et la pérennisation de nos ETI si certaines connaissaient des difficultés majeures. Mais la cible prioritaire, on va dire générique, est ce qui vous est présenté. Ensuite, le fonds aux associations. Donc là, on intervient en subvention pour prendre en charge entre 1 500 et 20 000 euros une difficulté de financement, là aussi, du fonds de roulement pour des entreprises, des associations employeuses de moins de 50 salariés. On calcule un équivalent temps plein en fonction des natures d'activité. On retrouve les secteurs d'activité qui sont globalement liés aux actions et au soutien de la région au monde associatif. Mais là encore, vous avez des interlocuteurs classiquement sur l'ensemble de vos projets normalement à la région, et en cas de difficulté ou d'interrogation sur le dispositif, il y a à la fois un numéro unique et un mail unique qui ont été mis en place, et bien entendu, vos interlocuteurs classiques, quand vous les connaissez, restent à votre disposition. Slide suivante. Donc un dispositif qu'on travaille également avec le secteur bancaire qui vise à accompagner des entreprises industrielles, des entreprises qui sont dans un secteur d'activité qui est mal couvert par le PGE dans la dimension saisonnalité, donc qui peut être en complément ou adossé en partie sur des prêts garantis par l'État, qui vise toutes les entreprises industrielles, petites et moyennes et agroalimentaires. Donc beaucoup d'entreprises, j'imagine, au bout du fil. Aussi un dispositif qui doit permettre d'accompagner les startups rentrant en phase de commercialisation ou d'industrialisation, qui peut être l'opportunité d'avoir un premier accès à de la dette bancaire quand on a une perspective de déploiement marché et industriel, et donc un moyen de faire rentrer des partenaires bancaires aussi dans le financement de vos sociétés au moment où elles connaissent un basculement entre la dimension développement, innovation, R&D et une activité réellement industrielle avec à côté de ça une activité facturée. Voilà, donc un effet de levier global de 200 millions injectés dans l'économie. Slide suivante. Donc là, on retrouve les conditions du prêt précédent et qui, encore une fois, lui aussi a vocation à intervenir sur le BFR et les investissements immatériels. Parallèlement à ça, et je vais vite, donc nous avons mis en place un certain nombre d'outils pour celles qui ont été soutenues via une avance remboursable par la région dans les années précédentes. Nous faisons un décalage, un moratoire d'1 an systématique, donc sans qu'il y ait besoin entre guillemets de demande particulière ou d'argumentaire particulier, sauf si l'entreprise souhaite garder son échéancier de remboursement tel qu'il était prévu. Ça peut arriver, mais c'est une exception en ce moment. On augmente les acomptes versés sur nos aides classiques pour permettre de faire de la trésorerie via les projets qui étaient en cours. On a mis en place une cellule d'écoute et de veille à destination des dirigeants qui à la fois permet d'accompagner les dirigeants dans tous les dispositifs qui sont mis à leur disposition, et puis d'avoir un appui d'associations spécialisées pour les chefs d'entreprise qui sont vraiment en difficulté psychologique, qui ont l'impression de ne pas pouvoir faire face à tous les défis ou toutes les difficultés, qui peuvent sortir d'un isolement avec des gens qui sont à leur écoute et qui sont formés pour ça. On travaille de manière articulée, bien entendu, avec les banques, avec BPI et autres pour, bien entendu, créer la plus grande circulation d'informations et être le plus réactif possible, c'est le souhait de chacun, Nathalie l'a dit, sur l'accompagnement des entreprises. Et puis, dans nos activités par ailleurs de maître d'ouvrage ou d'opérateur de transport scolaire ou interurbain, mais là, a priori, ça ne concerne pas les gens qui sont autour, entre guillemets, d'une table virtuelle. Voilà. Et sachez que nous maintenons les acomptes
et prenons en compte je dirais les dépenses réalisées et les charges fixes pour les organisateurs de manifestations qui auraient connu donc des annulations. Mais pour autant, on prend en compte leurs charges, pas que ce soit un événement qui impacte trop lourdement l'activité. Voilà. Le numéro unique et le mail qui permettent de poser toutes les questions, je le dis en complément hein, des interlocuteurs identifiés que vous connaissez par ailleurs. Juste terminer, avant de passer aux questions, sur la partie la suite et le rebond. La région s'organise et est très attentive à l'enjeu, et ça a été dit, de maintien et d'investissement sur je dirais la suite. Deux choses. D'une manière générique, nous allons être à l'écoute et on espère que nos entreprises pourront, je dirais, poursuivre les projets ambitieux et nécessaires de restructuration des outils de production, d'investissement sur des nouveaux produits, nouvelles technologies. C'est important et la région sera à vos côtés et à votre disposition pour vous aider en complément des partenaires et j'imagine de BPI. Deuxièmement, une réflexion sur la chaîne globale, la supply chain et sur la chaîne de valeur. Ce qu'on constate dans certains domaines comme celui de la santé, d'une dépendance stratégique forte sur des produits qui ont été considérés peut-être comme à faible valeur ajoutée. On doit avoir une réflexion forte. La région lance un certain nombre de groupes sur la microélectronique, sur les matériaux, sur la santé, sur l'énergie, pour essayer de renforcer notre indépendance et de se positionner sur le coup d'après, puisqu'on ne va pas relocaliser des activités qui, dans bien des cas, ont été développées depuis longtemps, et donc on doit passer à la génération d'après pour pouvoir être compétitif. Ça interroge aussi les stratégies d'achat, et notamment dans l'aéronautique, puisque la stratégie d'investir dans des pays à bas coût ou proche de marché à l'étranger, la Chine est un bon exemple, peut-être devra faire l'objet de certain nombre de réflexions. On le voit bien dans cette période où les échanges sont très difficiles. Et puis, ça pose la question tout simplement d'une indépendance stratégique et la maîtrise de toute une chaîne de valeur sur des produits qu'on estime clés pour notre industrie. Voilà. Donc, on va être là, on est engagé, fortement engagé comme nos collègues des autres collectivités. Ce que je n'ai pas dit et qui n'était pas dans la slide, on va créer un outil aussi avec, je viens tous les jours on avance, sur un outil probablement avec la Banque des Territoires pour le financement des TPE et des associations en partenariat avec les EPCI, les comités de communes et d'agglomération. Voilà, donc on est tous mobilisés sur le financement de la trésorerie, avec une nécessité de prévoir et d'anticiper pour avoir du cash jusqu'à la fin de l'année. Ça pose la question demain des fonds propres qui vont être trop faibles et fragilisés. Donc il va falloir qu'on repense probablement en France et en région la façon de financer et d'intervenir dans les fonds propres des entreprises. Et en tout cas très mobilisé par la suite pour le rebond et faire en sorte que cette crise et notre économie à l'arrêt ne fasse pas le jeu, par exemple, de la Chine sur un certain nombre de technologies ou de fonds autour qui viendraient finalement impacter encore plus longuement et lourdement à long terme notre industrie. Voilà, c'est terminé. Bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Natalia, merci beaucoup Thibaut pour vos présentations. Nous avons passé, il nous reste une dizaine de minutes pour répondre aux questions. Alors, il n'y a pas trop de questions et je vais en poser les deux questions que je vois. Il y a une question qui vient pour savoir si on connaît le nombre de PME en Nouvelle-Aquitaine qui seraient en grande difficulté. Alors ça, je ne sais pas y répondre. Je ne sais pas, peut-être Natalia. J'ai pas de. La grande difficulté, c'est pas une définition entre guillemets réglementaire. Ce qui est sûr, c'est que les entreprises en difficulté, si, mais en réalité, mais Natalia complétera,
l'inquiétude qui est très forte, c'est les entreprises qui connaissaient déjà des difficultés avant la crise. Elles sont exclues d'à peu près l'ensemble des dispositifs qu'on vient d'évoquer. Elles ne vont pas faire l'objet d'une ascension peut-être suffisante dans cette période où on va devoir accompagner en grand volume et beaucoup d'entreprises. Donc, une vraie inquiétude avec des tribunaux de commerce à l'arrêt sur les entreprises qui étaient déjà en difficulté et pour lesquelles les pistes de sortie vont s'amenuiser probablement. Après, il y a toutes les entreprises qui connaissent aujourd'hui un arrêt direct d'activité. On va le savoir au niveau des TPE par rapport aux bénéficiaires du Fonds de solidarité, qui sera une première lecture assez en masse. Ce qui est clair, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises, plus d'une moitié, je pense, qui connaissent des baisses supérieures ou égales à 50% du chiffre d'affaires. Et ceci n'est pas durable et pas possible. Donc, encore une fois, on est encore sur une lancée. Le mois de mars a été fermé pour partie, enfin à peu près à la mi-mars. Donc, on a pour certaines activités quand même eu un peu de chiffre d'affaires et de rentrée en début de mois de mars. Là, on va être quasiment dans un mois, je dirais, vierge en avril. Et ce qui est sûr, c'est que beaucoup d'entreprises de petites vont connaître des difficultés majeures et des risques de fermeture. C'est celles qui vont essuyer le plus de refus des banques malgré la couverture à 90% par l'État. Et elles ont souvent peu de fonds de roulement, des fonds propres assez limités et non pas des structures financières qui sont structurées pour faire face à ce type de difficultés. Sur les PME et les ETI, ce que l'on constate, c'est que c'est un décalage une difficulté qui intervient en décalage. Le mois d'avril va être le mois des difficultés pleines et avec une grosse difficulté, surtout dans la reprise ou dans la continuité, qui est liée à l'absence en nombre suffisant d'éléments de protection, à savoir les masques, les blouses, surblouses et autres visières. Et c'est ça qui peut, je dirais, si on n'est pas capable de s'organiser, avoir un effet complémentaire à ceux qui ne peuvent pas travailler pour des raisons soit administratives, soit objectives de plan de charge qui se sont arrêtés. Donc un gros défi pour ne pas pénaliser plus la crise, c'est d'être capable de remettre en production ceux qui le peuvent. Et pour ça, il faut donner des garanties aux salariés. Philippe, tu l'as identifié comme une des difficultés premières. On a fait un point avec Alain Rousseau au niveau du CNI qui a eu lieu, Conseil national de l'industrie, qui a eu lieu fin de semaine dernière. Et la plus grosse problématique, c'est cette reprise dans les PME et les TPE pour lequel il n'y a pas suffisamment d'équipement, pas la possibilité de maintenir des distances suffisantes entre les postes parfois, et donc des activités qui sont entre 10 et 40% au niveau un peu global, et ça n'est pas tenable au-delà d'un mois, un mois et demi. Évidemment. D'ailleurs, il y a une question qui est très générale, qui a été posée par un interlocuteur qui finalement ne pouvait pas participer auparavant. C'est la question du avons-nous une visibilité sur le quand et dans quelles conditions pourrait avoir lieu la reprise? Alors, je sais que c'est une question à laquelle on ne sait pas répondre, mais finalement, c'est la question plutôt de la crise sanitaire, ça, parce qu'il ne faut pas oublier que on vit une crise économique qui impacte l'économie réelle et pas la finance. Cette fois-ci, la finance aussi, mais c'est d'abord l'économie réelle qui est touchée. Et le facteur déclenchant et déterminant, c'est la façon dont on va pouvoir juguler la crise sanitaire. Et alors, je ne sais pas si au niveau de Thibaut ou de Natalia, vous avez des informations privilégiées sur le quand et le comment de cette reprise. Tout ce qu'on peut dire, enfin, du coup, de la région, elle intervient en matière économique, ça c'est plutôt la partie qui nous occupe nous, tout autour de la table, mais elle est très présente sur beaucoup de sujets qui sont liés avec la crise sanitaire. Donc, nous avons effectivement un certain nombre d'éléments associés. Bien entendu, on n'a pas la date de la sortie du confinement parce que ça, je pense qu'on aimerait tous la connaître. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que on est en train d'avoir une montée en charge réelle des capacités de livraison et de production des éléments de protection. Encore une fois, individuels, c'est la clé en ce moment.
On travaille également sur la problématique des tests et des respirateurs, dans la mesure où, encore une fois, cette sortie de crise sanitaire ne pourra se faire que si, d'une part, on respecte le maximum le confinement entre-temps, que les gens se protègent avec une généralisation du masque qui va arriver. Et cette génération du masque sera portée officiellement au moment où la disponibilité de l'offre sera suffisante. Donc, beaucoup d'actions qui sont engagées, beaucoup d'entreprises qui se réorientent vers la fabrication d'équipements et même des entreprises, je pense, de la filière aéronautique spatiale défense qui s'organisent dans certains volets pour contribuer à la fourniture de composants ou d'éléments liés aux protections individuelles. Un enjeu de test, puisque le déconfinement s'accompagnera d'une démultiplication des tests réalisés, tests à la fois sérologiques et par PCR pour à la fois identifier les personnes malades, mais celles qui ont été malades et qui font l'objet d'une protection immunitaire. Voilà, donc on n'a pas de réponse, on aimerait les avoir comme tout le monde, je pense, à moins que Natalia ait un scoop sur la date du déconfinement. Mais par contre, malheureusement, voilà, je crois qu'on aimerait tous l'avoir. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est pas un déconfinement opérationnel généralisé à la fin du mois d'avril. Donc ça faut s'attendre à ce qu'il y ait effectivement une prolongation. Et que ce déconfinement n'interviendra qu'une fois qu'il y aura à la fois une baisse je dirais des cas et qu'on aura, comme c'est le cas, ça commence à être le cas en Italie, en Espagne, mais surtout une disponibilité suffisante en grand nombre de la réalisation des tests. Donc on va enfin pouvoir aussi s'appuyer sur les laboratoires départementaux, les laboratoires de ville et les laboratoires vétérinaires, avec une phase d'adaptation qui nécessite des ajustements des équipements, bien sûr, et puis l'approvisionnement sur certains types de réactifs, puisque beaucoup d'équipements, d'instruments, d'analyse sont, on va dire, connectés à des consommables spécifiques propriétaires et donc qui pénalisent la capacité à démultiplier les tests puisque finalement on ne peut pas acheter tous les réactifs. Voilà. Donc la région s'organise. Je t'interromps pour qu'on rentre dans les questions techniques parce qu'il y a quelques questions techniques qui sont arrivées pour Natalia, je pense. Alors tout de suite une question concernant le PGE. Notre banque se base sur le chiffre d'affaires alors qu'il serait plus avantageux pour nous que ce soit sur la masse salariale. Peut-on faire quelque chose? Alors, le PGE, qui a été donc une aide d'État déléguée aux banques, offre la possibilité pour les entreprises dites innovantes d'estimer le besoin maximum en PGE, non pas sur la base des 3 mois de chiffre d'affaires, mais de 2 ans de masse salariale. C'est bien évidemment un besoin, une limite maximale, hein, ce n'est pas ce que la banque pourrait vous octroyer. Pour être une entreprise dite innovante dans le cadre du PGE, le journal officiel explique qu'il faut avoir soit obtenu certaines aides à la R&D, soit avoir des investisseurs pareil listés en spécifique du capital risque, soit être accompagné par des structures d'accompagnement qui souvent intègrent des fonds d'investissement, des petits fonds d'investissement. Donc si en effet les entreprises qui sont dans ce cas de figure pourraient avoir un maximum de PGE sur la base de leur masse salariale, mais il faut encore qu'elles soient considérées comme dites innovantes au titre du PGE. Merci Natalia. Une autre question très rapide. Pour mettre en place un prêt de financement de trésorerie, dois-je m'adresser à ma banque ou à BPI France? Alors, aujourd'hui, il faut savoir que BPI France est un acteur essentiel de la place bancaire, mais en gardant beaucoup d'humilité, nous sommes tout petits. Donc, les 300 milliards d'euros de PGE qui vont être injectés pour pallier les tensions de trésorerie n'ont pas été attribués à BPI France, mais à l'ensemble des banques de la place. Et donc, le premier partenaire au quotidien qui est le vôtre, c'est votre banquier du quotidien. C'est lui qui va pouvoir mettre en place les PGE. Alors, nous, on est derrière pour assurer le service informatique et tout ce qui est mécanisme de garantie vis-à-vis de l'État et de l'Europe. Mais c'est évidemment votre banquier qui va prendre vos banquiers qui vont être en première ligne. BPI France
pourra, sur certains besoins très spécifiques, être en complément de votre banquier dans un deuxième temps. Mais on ne peut pas concevoir, nous, BPI France, de prendre la place Donc c'est des d'abord la centaines de banque et milliers de ensuite banquiers. BPI France. Bien sûr. Ok. Bien sûr. Alors, je passe à une question pour la région concernant les acomptes sur les aides déjà obtenues et non versées. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier prévu là-dessus? Alors, on doit pouvoir, encore une fois, c'est-à-dire que ça doit être une aide versée, enfin votée récemment, pour lequel on avait dû soit déjà faire la convention, soit être en cours de rédaction. Et comme je le disais, que c'était inscrit dans le PowerPoint, on est bien dans une logique à la fois d'accélérer et puis d'augmenter les acomptes. Donc là, après, il faut regarder où en est le dossier. Je ne sais pas si c'est une entreprise qui a été accompagnée par la direction de la performance industrielle, Pascal Blessetto. Et là, bon, il faut regarder où en est je dirais le processus, mais on est bien dans l'optique, dans la mesure du possible, d'augmenter les acomptes. Après, ça dépend de l'acompte qui était déjà prévu, puisque toutes les aides régions ne donnent pas le même niveau d'acompte. Donc après, soit ils se rapprochent de leur interlocuteur classique. Je ne sais pas si Pascal veut rajouter quelque chose, s'il est là encore. Je ne vois pas qui est présent. Oui, je ne sais pas s'il est là, s'il peut parler. Dans le doute, voilà, je contactais. On est dans cette logique. Ah oui, Pascal. Vous m'entendez? Oui, donc je confirme. Donc, on a effectivement un certain nombre d'entreprises qui ont bénéficié d'accompagnement, je dirais, au cours des derniers mois. Donc, pour certaines, on va dire les conventions de mise en œuvre et de paiement n'ont pas encore été, je dirais, formalisées. En tout cas, l'idée, c'est d'augmenter le montant des avances et des acomptes, notamment sur les aides à l'investissement et les aides à la R&D, qui représentent quand même la majeure partie de nos accompagnements. Donc là, on a la possibilité d'aller jusqu'à 60 à 70% d'avance, qui est quand même très significative, notamment sur des aides assez importantes. Donc, en tout cas, on souhaite le systématiser et sur des cas particuliers d'entreprises qui auraient été accompagnées, je dirais, fin de l'année dernière ou en début d'année et pour lesquelles le niveau d'avance qui a été versé est insuffisant et pour lesquels on constate qu'il y a vraiment une difficulté de l'entreprise. Donc, pour donner une petite, on va dire un peu d'oxygène à ces entreprises, on est éventuellement prêt à, je dirais, à verser un deuxième acompte de manière à répondre à un besoin très court terme de trésorerie. Donc, je ne sais pas si ça répond à vos questions, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on étudie chaque situation particulière d'entreprise et qu'on soit vraiment, on va dire, facilitateur pour essayer de trouver des solutions court terme. Ok, merci Pascal. Une question très pratique et pour une réponse courte. Savez-vous si on pourra reporter l'URSSAF d'avril, comme ça a été le cas pour mars? Moi, je ne sais pas. Aujourd'hui, je peux pas vous dire. Je vous avouerai qu'on a eu des échos et on suit un petit peu dans le relais des informations, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Il me semble que des actions sont envisagées, mais il faut se rapprocher. Alors, normalement, je le dis, mais c'est pareil pour BPI, mais sachez que le site de la région, on a un site entreprise avec des choses qui sont dédiées au Covid-19. On fait le lien avec l'ensemble des informations, soit qu'on relaie directement sur notre site, soit on relaie les informations, on renvoie sur les sites qui permettent d'avoir notamment des éléments sur les actions qui sont portées par l'ensemble des acteurs publics ou parfois privés. Donc effectivement, l'URSSAF, je sais, est en pleine réflexion permanente pour essayer de contribuer à leur niveau également, mais je ne pourrais pas vous dire non plus précisément. Maud, je te passe la main. Est-ce qu'il y a des questions que Oui, alors il y a des questions autour des fonds propres.
Vous avez évoqué le sujet des fonds propres. Comment répondre à des appels à projets ambitieux lorsque les subventions sont calées sur le montant des fonds propres et donc qui ne permettent pas de répondre au montage du projet pour des startups ou PME? Voilà. Pourquoi ne pas mettre la région en intermédiaire et débloquer les fonds à chaque livraison ou trimestre? À chaque livrable, pardon, trimestriel. J'ai pas bien compris le début de la question. Alors, Comme on n'y a pas accès, voilà, comment répondre à des appels à projets ambitieux lorsque les subventions sont calées sur le montant des fonds? Ah ouais. Ben, Ouais. il y a Alors peut-être, des aspects réglementaires. moi hein, mais... je peux peut-être livrer. Vas-y. Et puis je peux peut-être livrer aussi une réflexion qui fait, enfin qui me traverse, enfin qui est importante, je pense à expliquer, c'est qu'aujourd'hui on est dans un contexte qui ne change pas la réalité de la vie économique, et à savoir que lorsqu'on bénéficie d'un accompagnement qui relève d'un cadre d'aide d'État, ce régime ne permet pas d'accompagner la totalité du besoin de financement d'une entreprise, parce que sinon les États au sein de l'OCDE auraient choisi d'accompagner les laboratoires académiques. Et donc il faut garder à l'esprit qu'on ne peut pas aider la totalité du projet, et dans le cadre d'une start-up qui n'a pas de cash flow ou de rentabilité, voilà, le seul argent qui est à sa disposition de façon stable pour être utilisé pour faire de la R&D, c'est ses fonds propres. Et donc, quand bien même on pourrait avoir une volonté très importante d'aider une entreprise à mener des programmes ambitieux malgré cette situation, on est quand même limité par cet aspect réglementaire qui est qu'on ne pourra pas l'aider au-delà des moyens qu'elle a elle-même. Donc cette question de fonds propres est une question qui est très importante, mais qui ne pourra jamais être contournée, quelle que soit la situation économique mondiale, quoi. Et je laisse la région compléter si elle le souhaite. Oui, non, mais nous on a quelques dispositifs qui savent s'affranchir de ça sur des situations très particulières. Maintenant, clairement, l'enjeu, et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'y penche, c'est qu'on a toujours un besoin d'accompagner et de renforcer je dirais les fonds propres de nos sociétés en général, et c'est avec la particularité de ce besoin quand on parle de start-up. Et c'est vrai que là, on va avoir une difficulté de grande précaution, prudence des investisseurs qui se concentrent sur leur participation en cours, qui vont essayer d'attendre de voir l'évolution de la reprise d'activité, l'impact sur les différents marchés pour intervenir à nouveau, et donc une inquiétude réelle sur un certain nombre de sociétés qui étaient en cours de levée. Donc il y a un dispositif qui a été évoqué par le pays qui permettra d'accompagner en partie les bridges. Nous on regarde aussi cette problématique, mais en tout cas, je dirais le modèle, la nécessité de lever des fonds propres, elle va être encore plus prégnante, même si elle sera plus difficile dans cette phase, mais il n'y a pas de recette miracle qui permet de s'affranchir de ce besoin de levée de fonds. Donc, on peut nous imaginer des conditions dans nos appels à projets qui conditionnent un versement ou des blocages dans les milestones d'une levée de fonds. Ça, c'est une souplesse que nous, on peut donner, mais elle n'est pas permise par beaucoup de partenaires, et au niveau européen. Une autre question très rapide pour Thibault. Les mesures de soutien sont-elles harmonisées au sein des régions, notamment en Île-de-France, ou est-ce que chacune des régions œuvre de façon indépendante? Alors, globalement, bon, il y a un socle commun qui est lié au fonds de solidarité, et chaque région a contribué, indépendamment d'ailleurs du retour financier qui sera effectif sur le territoire, dans une logique qui correspondait à des ratios indiscutables. Mais pour le reste, il y a une grande diversité d'initiatives et d'instruments. Donc il n'y a pas une coordination, il y a des échanges, il y a des partages de bonnes pratiques, de problématiques. Mais ensuite, il y a des politiques propres qui dépendent aussi de la nature du tissu économique, de l'ambition en termes de politique économique des régions. Donc
Donc non, il y a pas, il y a un partage d'informations, il y a un outil dans lequel chacun est impliqué, quel fonds de solidarité nationale. Pour le reste, c'est des stratégies propres à chaque région. Bien. Il y a une dernière question que je trouve assez intéressante, qui n'est pas économique, mais qui est un problème qu'on vit aussi au niveau de chaque citoyen. Là, on est en train de dire qu'il faut porter des masques en tissu. Est-ce qu'il y a des directives un peu officielles qui permettraient l'utilisation de masques en tissu dans le cadre de l'entreprise? Quand tu dis un tissu, c'est l'idée d'avoir quelque chose qui n'est pas jetable, à usage unique, qui se réutilise, c'est ça qu'il faut comprendre? Oui, C'est c'est ça. ça, et faire le Aujourd'hui, il n'y a nettoyage. pas assez de masques jetables pour Donc, permettre une reprise du travail complet. alors, enfin là, il y a des autorités sanitaires, hein, donc il faut être très prudent dans les préconisations, puisque, et puis en plus, je dirais, le discours officiel évolue en parallèle. Donc, la doctrine que l'on entend, nous, hein, sans être encore une fois une autorité de santé, c'est que il vaut mieux un masque de ce type que pas de masque du tout. Par contre, la protection, que ce soit pour les autres ou pour soi-même, ne vaut que si, d'une part, la réalisation est en fonction des patrons est bien suivie, et deuxièmement, qu'il y a un nettoyage dans des conditions qui permettent de tuer toutes les bactéries à échéance régulière, puisque s'accumule dans le masque un certain nombre de choses qu'on ne veut pas garder. Donc, sachez que parallèlement, la disponibilité des masques à usage unique va se renforcer très fortement. Et je profite, je ne l'ai pas dit, on a monté un certain nombre de plateformes. Donc, vous avez une plateforme qui met en relation les offreurs de produits de santé et ceux qui en ont besoin, qui en recherchent. Tout le monde peut s'inscrire, et il y a aussi une 60aine d'experts qui sont là pour essayer de qualifier les propositions et valider je dirais, l'efficacité ou le sérieux des entreprises ou des solutions proposées. Donc, vous pouvez trouver cette plateforme sur le site de la région. Et si vous cherchez masque, protection, blouse ou autre, alcool, vous pouvez vous inscrire, vous rapprocher sur cette plateforme. Et ensuite, une gestion de l'offre et de la demande qui se fait en temps réel. La région n'est pas devenue intermédiaire semi-grossiste de produits de santé, mais a permis ce lien, ce go-between. Et on a fait également une plateforme, je le dis, sur les produits agroalimentaires pour mettre en relation les producteurs et les citoyens. Donc, on a aussi cette plateforme qui permet de manière géolocalisée de voir près de chez vous quels sont les producteurs de fruits et légumes, de viande, d'alcool. Oui. Alors ensuite, il fallait calculer le déterminant. Pour le pôle Aerospace Valley, je voudrais dire qu'on va aussi créer une Dropbox que l'on mettra en correspondance avec la plateforme que la région a mise pour essayer d'accélérer la mise en relation entre des entreprises adhérentes du pôle, voire avec des entreprises non adhérentes, sur ces problèmes de fourniture. Il y a déjà quand même plusieurs initiatives qui ont été prises, notamment en région autour de l'ENSAM, là, des gens qui ont pris même des risques personnels pour apporter des masques au CHU. Et donc j'espère que cette solidarité va continuer. Je crois qu'on est arrivé au terme de notre temps. Donc, merci beaucoup aux intervenants, à BPI France, Natalia, merci beaucoup Maud et Thibaut. Merci à vous. Pour la région. Je pense que ce ne sera pas inutile de faire à nouveau cet exercice. Malheureusement, nous sommes encore dans une situation de confinement à la fin du mois d'avril. Je vous annonce qu'on fera également avec la Directe un point sur la plateforme d'inscription à l'activité partielle et aussi à des mesures que la DGA met en place pour les PME. On fera ça mercredi prochain
le 15 à 14 heures, vous recevrez une annonce pour ceux qui sont membres là-dessus. Et à nouveau, je vous remercie et je vous souhaite à tous de bien vous porter dans les jours qui viennent. Voilà. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci. Bonne journée à tous. Merci.